Bonjour à tous, bienvenue à ITV Célébrité Interview. Aujourd'hui, on est devant le Totem Coluche. Le Totem Coluche, c'est Christian, dessinateur plasticien, qui est à Cabris, en dessus de Grasse, dans la belle région PACA, qui a été à l'honneur de ce projet. Thierry Ocelli, le maire d'Opio, lui a proposé de faire ce projet en accord avec Véronique Colucci. Ils ont donc fait cette magnifique salopette en son honneur. Christian, dessinateur, c'est plein de projets, plein de dessins. C'est les phénomènes de la société, c'est aussi le tram de Nice, c'est des salons de littérature, mais c'est le monde entier qui demande Christian, dessinateur. Il est à l'origine de plein de projets. En tout cas, celui-là, le Totem Coluche, a été une très belle réussite. Nous ne sommes pas très loin, malheureusement, de l'accident de Coluche. Nous sommes à 500-600 mètres. Et donc, je tenais à faire le démarrage de l'émission en son honneur, car ce week-end, il y a une magnifique commémoration, un rassemblement, comme d'habitude chaque année, de plein de monde. On atteint les 8 à 10 000 personnes dans ce petit lieu là où je suis. Et Coluche, c'est un personnage qui a fait vibrer la société, qui a aidé les pauvres. Et n'oublions jamais ce qu'il a fait, car sans lui, les Restos du Cœur n'auraient jamais été créés. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à ITV Célébrité Interview qui avance de plus en plus. Nous approchons les 60 000 vues pour bientôt 300 voire 400 abonnés. J'allais dire 390, mais on n'est pas loin des 400. J'essaye de faire le mieux possible, de vous parler des carrières de toutes ces personnes qui laissent une trace. Et quelle trace quand je vois le Totem Coluche, c'est pas beau ça? Alors ne lâchez rien, regardez mon média parce que je suis à fond. On y croit tous. En tout cas, on va aller voir Christian, qui lui est un des dessinateurs les plus cotés dans le monde. Il est allé au Japon, il va dans tous les pays d'Europe. Il va dans le monde entier. Ses dessins sont reconnus mondialement. Merci à lui et on le voit dans 5 minutes. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. ITV Célébrité Interview sur YouTube. Merci à tous. Je vous embrasse. Alors vous avez eu une demande bien spécifique, c'est l'année dernière sûrement. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Vous avez fait le Totem Coluche, c'est-à-dire la plaque commémorative sur Coluche. Quel grand personnage. Oui, j'étais vraiment pareil. Voilà, encore une autre aventure. Vraiment ravi qu'on pense à moi pour cette sculpture. C'est le maire d'Opio qui m'appelle un jour et qui me dit, voilà, l'année prochaine à Opio. Il faut savoir, il y a des gens peut-être qui l'ont oublié, qui ne le savent pas, c'est à Opio que malheureusement Coluche a trouvé la mort lorsqu'il a eu son accident de moto. Et le maire donc m'appelle, Thierry Ocelli, et me dit, Christian, je pensais à vous pour faire cette sculpture, on va commémorer, parce que c'était pas une fête, on va commémorer les 30 ans de la disparition de Coluche. Bon. Et donc à moi, alors de partir là-dessus, j'ai tout de suite eu l'idée que ça allait être une sculpture en métal. J'avais déjà fait des sculptures en métal. Et j'ai tout de suite aussi eu l'idée de ne pas représenter son visage. Et c'est bien tombé parce que quelques temps après, alors que j'avais déjà avancé sur mon projet au niveau des croquis, le maire me rappelle, Thierry me rappelle et me dit « J'ai eu Véronique Colucci au téléphone, elle veut absolument pas qu'on représente le visage de Coluche. » Je dis, écoute, ça tombe bien, parce que de toute façon, c'était pas mon idée. Je voulais justement marquer son absence
en représentant pas son visage et sa présence en trouvant des symboles qui le représentent. Et comme je voulais aussi que ça ressemble à un de mes dessins, je suis plutôt parti sur quelque chose à plat, mais avec du relief. C'est une sorte de bas-relief avec des couches de métal successives. Et c'est en fait sa salopette. C'est la salopette de Coluche. Et il est écrit sur sa salopette, c'est l'histoire d'un gars, l'histoire d'un mec, on connaît tous, hein, c'est son premier sketch, c'est l'histoire d'un mec qui regarde sur le pont de l'Alma, c'est qui regarde la Seine. Et donc c'est l'histoire d'un mec, point de suspension, et un peu plus bas, j'ai mis la suite qui continue. C'est l'histoire d'un gars qui continue, 30 ans après sa mort. Cette histoire continue toujours, malgré son absence, symbolisée par le fait que je ne l'ai pas représenté. Cette histoire du mec qui continue, c'est bien celle de Coluche. Et j'en ai eu la preuve, c'est que le jour de l'inauguration de cette stèle, il y avait 6000 personnes. 6000 personnes, dont une majorité de jeunes, qui avaient moins de 30 ans, c'est-à-dire qu'ils ne l'avaient jamais connu de leur vivant. Et grâce au Resto du Cœur, grâce à ces films, grâce à ces sketchs, ces jeunes adorent encore Coluche, aiment Coluche. Et cette année, j'ai une pensée émue pour Véronique Colucci qui vient de nous quitter. Et Véronique n'a jamais pu venir ici. Elle n'est jamais venue à Opio en 33 ans, puisque maintenant ça fait 33 ans que Coluche est mort. Elle n'a jamais pu venir à l'endroit. Oui, elle n'a jamais pu venir à l'endroit où son mari avait malheureusement perdu la vie. En tout cas, voilà, moi c'était un personnage que j'adorais. J'aurais jamais imaginé un jour être choisi pour faire cette sculpture. Et ça a été aussi un grand moment et c'était quelque chose de très, très important pour moi, très important dans ma carrière. Justement, je viens avec Charlie Hebdo, lui il avait des amis. Vous croyez pas qu'il serait monté au créneau là, lui, à Oh l'époque? ben, bien Hein, sûr, maintenant, non, il aurait été, tout il aurait, défoncé là. bah, tout défoncer. Qu'est-ce qu'il y a à défoncer à part se réunir comme on l'a fait, à part les marches qu'il y a eu, les marches unitaires qu'on a fait comme ici, nous, à Bien Cannes, sûr. à Nice, à Monaco, parce que comme je suis le seul dessinateur du coin, on m'a demandé un petit peu partout, puis j'ai senti que c'était un peu mon devoir d'y être et de le faire. Et donc, qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre? Parce il C'est avait son franc-parler. Oui, Je absolument. pense qu'il Peut-être aurait. qu'il aurait été écouté, plus Ouais, écouté par certains jeunes qui après sont partis vers Daesh, etc. Peut-être qu'il aurait trouvé les mots, qu'il aurait ouais, trouvé les... Bien je sûr, pense. bien sûr. Mais il aurait surtout été évidemment très affecté parce que toute l'équipe de Charlie, c'était ses copains, puisque Coluche a participé très longtemps à Harakiri, hein, à l'époque de Choron, etc. Bien sûr. On le voyait souvent. Et puis... il a fait plein de unes quand il était présenté au présidentiel, Harakiri l'a soutenu, etc. Bon, oui, il aurait sans doute été très affecté, peut-être qu'il aurait trouvé des mots. Je pense souvent à lui d'ailleurs, même dans toutes les fois qu'il y a un acte raciste, même dans cette montée aussi des extrêmes chez nous en France. J'ai ce sentiment que si Coluche était encore là, peut-être que les choses n'auraient pas évolué comme ça. Peut-être qu'il aurait su, sûrement puisqu'il savait le faire, parler à certaines personnes et à leur montrer ou leur démontrer qu'ils n'étaient pas dans le bon chemin. Peut-être. Alors, je vais essayer de la faire courte, mais effectivement, tout vient de mon enfance parce que j'ai eu des problèmes de santé, j'ai dû être séparé de mes parents et c'était difficile puisque j'étais très jeune, ça a duré en gros de 3 à 7 ans et je me sentais bien seul, séparé de mes parents, de ma sœur. Et c'est à ce moment-là, je vais passer les détails, que je me suis en fait réfugié dans le dessin, que j'ai découvert les dessins dans les journaux, que je les ai recopiés, je les comprenais sans doute pas, mais me suis mis à les recopier. C'était pas la bande dessinée, c'était les dessins d'humour déjà et d'actualité. Et puis ça ne m'a jamais quitté. Ça ne m'a jamais quitté. Et finalement, tout au long de mon enfance, tout au long de mes courtes études, je n'ai eu de cesse que de dessiner mes profs, mes copains pour les faire rire. C'était aussi une façon de se faire remarquer, de se faire aimer, parce que bien sûr, quand on est séparé de ses parents, ça pose pas mal de problèmes de ce côté-là. Et ensuite, on est toujours à la recherche de cette
reconnaissance ou de cet amour en quelque sorte. Eh ben, aucune comme la plupart de mes confrères d'ailleurs. Je me souviens, lorsque j'étais un des premiers grands dessinateurs que j'ai connu et avec qui je suis devenu ami, célèbre dessinateur, c'était Jacques Faisan. Et Jacques Faisan, par exemple, ça touche notre région, puisqu'il était garçon de restaurant dans un resto à Nice. Alors, moi aussi, d'ailleurs, j'ai été garçon de restaurant quand je gagnais pas encore assez ma vie avec mes dessins. Mais j'ai arrêté mes études à 16 ans. Je suis rentré dans une école de prothèse dentaire à Paris où je n'ai fait qu'une année. Bon, mais là, il y avait quand même déjà une petite touche d'artistique parce qu'en prothèse, on fait de la sculpture, on fait. Mais je suis vite revenu vers cette passion du dessin. Alors, pour autant, je déteste le terme d'autodidacte. Je ne me considère absolument pas comme un autodidacte parce que mes maîtres et mes formateurs ont été mes aînés. Et c'est eux qui m'ont inspiré. Et finalement, j'ai eu cette chance, plus tard, de devenir ami avec quasiment tous ceux que j'ai lus pendant mon enfance, du moins ceux qui étaient encore vivants, comme Mordillo, je vous parlais de Faisan, aujourd'hui Plantu, etc. Ça se passe à Cabris, ici même, avec un ami. Je découvre que comme moi, il est passionné par le dessin et il fait ses petits dessins chez lui. Et on se dit, et si on organisait une exposition? On en organise une au village. Une amie qui avait un magasin nous prête sa salle. Et puis lors du vernissage, une dame qui savait que j'étais l'organisateur de l'exposition avec mon copain, mais qui ne savait pas que c'était mes dessins qui étaient sur les murs, me dit ah, c'est vraiment chouette de faire ça, j'aime beaucoup les dessins qui sont exposés, surtout ceux de Christian. C'est qui Christian, me dit-elle. Et cette brave dame ne le saura jamais parce que c'était pas quelqu'un du village, je ne sais pas qui c'était. Elle est vraiment à l'origine de la carrière qui s'en est suivie parce que la semaine d'après, je suis parti à Paris. Monté à Paris, comme on dit, galvanisé par cette petite phrase qui a été comme une sorte de détonateur. Et là, j'ai débarqué dans les rédactions où l'on ne m'attendait pas, sans rendez-vous. Mais à cette époque-là, alors on est donc début 80, à cette époque-là, bon, moi j'ai 20 ans, et on arrive encore à avoir accès au rédacteur en chef sans rendez-vous, en insistant un peu, en faisant un peu de forcing, en disant à la secrétaire de direction, écoutez, j'ai pas d'argent, je suis venu à Paris, je suis là juste 2 jours, permettez-moi de le rencontrer, de lui montrer mes dessins. Et comme ça, coup sur coup, j'ai pu rencontrer quelques rédacteurs en chef. Le premier, vraiment la caricature du rédacteur en chef et du directeur de journal, un gros gars dans un gros fauteuil avec un gros cigare, et qui regarde mes dessins et qui me dit ouais, vous savez faire autre chose dans la vie. Ça a été le premier rendez-vous. Et quand je suis sorti de là, je me suis pas, heureusement j'avais juste un rendez-vous derrière, je me suis pas laissé démonter, j'étais quand même pas très à l'aise, hein. Je suis reçu à Femme Actuelle, et là, le discours totalement inverse. La rédactrice en chef qui me dit, mais ça fait des années que j'ai pas vu quelque chose d'aussi bon. Et sur le catalogue que je lui présentais, elle achète tout de suite 15 dessins. Et j'ai collaboré à Femme Actuelle, au début de Femme Actuelle, pendant plusieurs années. Et je me souviens très bien, c'est pas que je sois spécialement un sage ou quoi, mais quand je suis sorti de ce deuxième rendez-vous, je me suis dit, eh ben, ça sera toujours comme ça dans la vie. Il y a ceux à qui tu plairas et ceux à qui tu ne plairas pas. Ne te prends pas la tête, n'écoute pas ceux qui vont pas t'aimer et n'écoute pas non plus les louanges de ceux qui vont trop t'apprécier. La vérité est sans doute entre les deux. On peut se fixer des limites, on peut tout dire. De toute façon, il y a un peu un malentendu avec la liberté d'expression. Je le sais lorsque je vais rencontrer des jeunes en classe ou des jeunes des fois qui vont se sentir attaqués, agressés par un dessin, suivant une religion, suivant etc. On ne peut pas tout dire. De toute façon, la liberté d'expression, c'est pas la liberté de faire n'importe quoi.
La liberté d'expression, c'est la liberté de s'exprimer dans le cadre de la loi française. Si on n'est pas dans le cadre de la loi, ou si quelqu'un s'estime offensé par un dessin, il peut aller devant les tribunaux. Il ne peut pas rentrer dans une rédaction avec une Kalachnikov et tuer tout le monde. Il peut aller devant les tribunaux, c'est tout à fait son droit. Je suis moi-même actuellement en correctionnel pour une histoire dont je ne parlerai pas parce qu'elle est en cours, mais ça c'est la loi. Donc la liberté d'expression, il faut aller la chercher, il faut savoir la contourner, du moins ses limites, il faut savoir contourner les interdits pour pouvoir aborder des sujets difficiles. Mais il y a bien sûr une limite à l'expression. Alors ça dépend de ce que je suis en train de faire. Est-ce que c'est une illustration d'un article, auquel cas bien sûr donc j'ai un échange avec le journaliste qui écrit l'article, voire j'ai peut-être l'article s'il l'a déjà écrit, et j'essaie de trouver une illustration qui peut s'éloigner d'ailleurs de cet article pour mieux en parler à la limite. Donc ça, c'est le dessin qu'on appelle dessin d'illustration d'article. Ensuite, les dessins d'opinion. Là, je vais prendre une actualité, qu'elle soit, ça peut être du showbiz, ça peut être du sportif, ça peut être du politique, ça peut être du fait divers, quelque chose qui m'inspire, qui me donne envie de réagir. Et là, je vais réagir à ma façon, en essayant, là, il faut que tout soit concis dans le dessin, parce qu'il n'y a pas l'article autour pour expliquer le sens du dessin. Le dessin doit se comprendre par lui-même. J'aime beaucoup faire ça. Et il y a une chose que j'adore aussi, et d'ailleurs aujourd'hui c'est de plus en plus rare et c'est de plus en plus compliqué de vendre ces dessins-là, c'est le dessin d'humour. Le dessin d'humour qui n'a pas de rapport avec la politique, ça j'adore ça, surtout des dessins sans texte, j'en ai fait beaucoup pour le Japon, peut-être qu'on en reparlera, mais j'adore le dessin d'humour, les lecteurs aussi, je ne sais pas pourquoi il n'y en a plus dans les journaux, les magazines, c'est connoté, il y a une connotation ringarde qui n'a pas lieu d'être, ça dépend ce qu'on fait comme dessin. On va dire. Mais les deux. Les deux, ce matin, avant que vous ne veniez, j'avais un dessin à faire pour Nice Matin et il était assez urgent. Donc là, il faut que ça aille vite. On attend le dessin. La page est montée. Il y a un trou dans la page hein, et il faut mettre quelque chose dans ce trou-là. Alors là, ça s'apprend. C'est du professionnalisme, c'est de la technique. On ne va pas paniquer. J'ai l'habitude de faire ça. Je le fais tous les jours. On sait qu'il y a des jours où on est plus ou moins en forme, que le sujet va plus ou moins nous inspirer, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est remettre le dessin à une heure donnée. Après, il y a d'autres dessins qui sont moins dans l'urgence. Et là, de toute façon, à la limite, ceux qui sont moins dans l'urgence, peut-être que je vais un peu plus peaufiner mon thème, plus peaufiner mon idée, faire plusieurs croquis, voire soumettre, si j'ai plusieurs idées, quelques rapides croquis à la rédaction pour qu'ils puissent faire un choix. Mais en fait, finalement, même un dessin, quand on a le temps de le faire, finalement, le dessin se fait quand même dans l'urgence, je crois, dans une sorte d'urgence, parce que c'est là que je pense qu'on est les meilleurs. Et souvent, donc, vous vous levez tôt, vous, le matin, à 5h, à 6h? Non, pas si tôt que ça, mais à 7 heures, en général, je suis à l'atelier et j'ai très souvent des journées d'au moins 12 heures, quoi. Au moins 12 heures, oui. Justement, c'est cette diversité. J'ai toujours eu cette envie d'amener mes dessins sur des supports complètement variés. Alors,
Il y avait une raison aussi qui est une raison presque, je dirais presque financière, presque parce que j'ai voulu mener ma carrière d'ici. Je me suis dit, ma carrière va se faire ici, j'avais pas envie de la faire à Paris. J'aurais peut-être fait autre chose à Paris, peut-être pas, je ne sais pas. Mais je voulais que cette carrière soit menée d'ici, donc finalement c'est assez limité. J'ai fait le tour d'un peu tous les médias, je suis resté 15 ans à France Télévisions. Là aujourd'hui je suis à Nice Matin, mais j'y suis depuis le début d'ailleurs à Nice Matin, enfin disons depuis les années 86. J'ai d'autres collaborations sur Monaco, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de titres, bien sûr. Et de toute façon, ça rejoignait mon envie première de que mes dessins deviennent sculptures, soient reproduits sur des supports qui ne soient pas forcément papier, sur des véhicules de transport en commun, sur toutes sortes, sur des bâches, sur toutes sortes de choses diverses et variées qui vont surprendre les gens, qui vont amener une autre dimension à cet art de dessin de presse et de dessin d'humour. Et voilà, et ça vraiment, à chaque fois qu'on vient me proposer quelque chose que je n'ai pas encore fait, c'est vraiment génial. La semaine prochaine, par exemple, je rencontre un gars qui a des pâtisseries et qui veut que je lui dessine ses prochaines fèves pour les galettes des rois. Alors c'est marrant parce que j'ai pas fait ça encore et ça m'amuse. Mais voilà, et pour les sculptures aussi, c'est pas forcément. Alors j'ai des sculptures qui sont dans l'humour. Même fait des porcelaines à Limoges avec un porcelainier. J'ai des sculptures qui sont en résine sur l'humour. Ça vient du carnaval, puisque j'ai cette chance de collaborer au carnaval depuis 2001, d'avoir des chars chaque année. En 2019, l'année prochaine, j'aurai 3 chars qui vont défiler au carnaval Roi du cinéma. C'est un clin d'œil à la Victorine qui aura 100 ans l'année prochaine, les studios de Nice. Et donc le carnaval m'a redonné cette envie, m'a remontré que vraiment le volume c'est quelque chose de génial. Et du coup voilà, je me suis lâché sur des sculptures qui étaient vendues en galerie à Saint-Paul, de Vence ou ailleurs. Et dans ce domaine-là, j'ai envie encore de faire beaucoup de choses. Intervenir en milieu scolaire, c'est aussi vraiment une grande passion, quel que soit le niveau. Il m'arrive des fois même de le faire à l'étranger, de faire des sortes de conférences. J'en ai fait en Chine, j'en ai fait au Japon, j'en ai fait en Amérique du Sud, auprès d'adultes, mais aussi de faire des rencontres, ce qu'on appelle des rencontres scolaires avec des enfants de collège, du lycée. C'est passionnant, mais pour autant, je n'enseigne pas, je ne vais pas leur enseigner le dessin. On va parler du dessin, on va peut-être dessiner ensemble, chercher des idées voilà, sur un thème. Ça va plutôt être dans la démarche de la recherche d'une idée que dans la technique. Mais ce serait vraiment prétentieux de ma part de leur apprendre à dessiner. Puis de toute façon, je ne sais dessiner que comme moi, donc je ne vais pas leur apprendre à faire du Christian. Il faut qu'ils gardent leurs traits, qu'ils trouvent leur personnage, que ça reste leur patte. C'est ce qui est important vraiment chez un dessinateur, c'est de trouver sa patte. C'est vrai que moi, c'est ma passion, donc je les connais tous. Vous me montrez n'importe quel dessin, vous cachez la signature, je sais qui l'a fait. Parce que chaque dessinateur a sa façon de s'exprimer. Et c'est justement ce qui est génial dans ce métier. Donc oui, je fais pas mal d'interventions scolaires. C'est aussi pour apprendre aux jeunes à dénicher les fake news, parce que ça c'est vraiment important aujourd'hui. Et puis à parler de ce malentendu avec le dessin d'humour, justement on en parlait avant, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire, la liberté d'expression, etc. Les pays dans le monde où cette liberté d'expression n'est pas absolue ou n'est pas du tout respectée. Voilà, donc oui, les rencontres avec d'autres, avec les jeunes en particulier, puisque c'est eux qui vont faire le monde de demain, c'est quelque chose d'important. En littéraire, oui. Alors, pas beaucoup, pas énormément, mais je suis très attaché au Festival du Livre de Montsartou, qui se passe juste à côté, qui est devenu un des plus grands festivals de France, parce que j'aime beaucoup les organisateurs, j'aime beaucoup ce festival et ce qu'il est devenu. Et là, j'y suis chaque année. Donc, chaque année, je sais plus, on est au 33e En ou général, 30. c'est octobre. Ah oui, C'est octobre, mais on est au 33e ou ouais, je pense, 34e. c'est ça. Enfin, j'y suis chaque année. Et puis ensuite, il y a des festivals
de dessin d'humour Alors, en tant que festival du livre, c'est quasiment le seul. Il m'arrive d'en faire un autre ou deux dans l'année. Je suis invité à pas mal, mais en général, je refuse parce que j'ai pas le temps et je veux pas être tout le temps dans les festivals. Après, des festivals de dessin d'humour, il y en a quelques-uns, dont un énorme que les gens peut-être ne connaissent pas, qui s'appelle le Festival d'humour de Saint-Just-le-Martel. C'est le plus grand. Ça correspond pour nous, dessinateurs de presse et de dessin d'humour, à Angoulême en quelque sorte. Hein. Il y a vraiment des dessinateurs du monde entier qui viennent dans un petit village qui se trouve à côté de Limoges, où ils ont construit un superbe centre permanent qui accueille toute l'année des expositions. Et en septembre, nous nous retrouvons tous là pour notre exposition annuelle et des échanges et des débats et des rencontres. Et tout ça, c'est dans une ambiance formidable. On est logé chez l'habitant, ce qui est très rigolo. C'est beaucoup plus sympa que d'être à l'hôtel. Et voilà. Et après, alors au niveau de festival, est-ce qu'on considère que le carnaval, c'est un festival? Vous voulez qu'on parle du carnaval maintenant? Donc le carnaval, j'y suis rentré en 2001 et c'est vraiment encore voilà, un nouvel univers. Je vous le disais tout à l'heure. Moi, ce que je cherche à chaque fois, c'est de trouver de nouvelles expériences. Et là, quelle expérience, quoi! Rentrer dans cet univers de carnaval qui existe à Nice depuis le Moyen-Âge et qui est à l'origine de presque tous les carnavals du monde. Ils viennent de Nice, Rio, etc. sont inspirés de Nice, Venise également. Et donc de faire partie aujourd'hui des gens qui créent ce carnaval, des artistes qu'on appelle imagiers avec un Y, c'est du vieux français, imagiers du carnaval de Nice, donc on imagine les chars, on les dessine, c'est un concours, un peu comme pour les architectes, ensuite le comité directeur du carnaval se réunit et choisissent les chars, et j'ai la chance depuis que j'y suis rentré, d'être retenu chaque année et d'avoir chaque année de 1 à 3, 4, 5 chars, ça dépend des années. J'ai fait plusieurs fois le roi, mais voilà, c'est une expérience vraiment géniale qui m'a appris aussi à travailler en équipe parce que notre boulot est vraiment un travail de solitaire. Tandis que là, on fait un dessin et ensuite on va le confier aux carnavaliers et c'est eux qui en deviennent le maître et qui vont construire le char qui va faire 10 mètres, 15 mètres suivant le personnage qu'on a réalisé. Ça, au début, c'est difficile. Il m'a été au début assez difficile de lâcher la bride aux carnavaliers, de ne pas être sur place tout le temps, à surveiller ce qu'ils faisaient. Et j'ai compris que ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire, il fallait les laisser travailler. Puis aujourd'hui, on se connaît tellement, puisque ça fait longtemps que j'y suis, qu'on travaille vraiment en bonne intelligence. Et c'est vraiment génial, voilà, de faire un petit dessin un jour sur ma table, là, d'avoir une idée dans la tête, et puis ensuite de le retrouver en immense dans la foule, et d'entendre les gens rire ou en parler au passage du char. Ça, c'est vraiment une expérience top, et qui m'a amené aussi à voyager, à aller aussi faire des conférences, présenter mes travaux sur le carnaval, en Asie aussi, en Amérique du Sud. Et ça, ce sont vraiment des moments de vie intenses, parce que les carnavaliers vivent comme ça aussi, avec la passion chevillée au corps, et ce sont des beaux échanges, de très beaux échanges. Pour le cinéma, alors pas directement, mais pour le Festival de Cannes, j'ai eu aussi cette aventure-là extraordinaire. Ah, c'est pareil, je vais la raconter vite parce que c'est un peu long. C'est un peu long, mais c'est vraiment très drôle. J'ai 25-26 ans, je viens de rentrer à la télé. Je travaille pour Nice Matin, pour le Dauphiné Libéré, mais j'ai les dents longues un peu à cette époque-là, j'ai envie qu'on parle de moi, et je me dis, Festival de Cannes, j'habite là, et ça serait bien d'arriver à y faire quelque chose. Et je descends en bas avec ma compagne de l'époque, et je m'installe à côté du palais, il y avait des gens qui vendaient des bijoux, des productions, etc., des trucs comme ça, et moi je fais des tirages de mes dessins, et pour me faire connaître, en espérant me faire remarquer. Bingo, ça a été le cas, mais d'une façon très étrange. Les policiers débarquent, viennent nous faire partir, et un des policiers regarde mes dessins et me dit « Ah mais c'est vous qui êtes dans Nice Matin, ah, ben, j'aime bien ce que vous faites, mais on ne peut pas vous laisser là, c'est interdit, il faut que vous demandiez l'autorisation à la direction du festival. » À l'époque, en fait, Gilles Jacob. Voilà, Gilles Jacob, Pierre-Michel Bonnet, voilà. Et Monsieur Viau, le président à ce moment-là. Exact.
Mais c'est une erreur ce qu'il me dit, parce que c'est la mairie qui va donner. Mais dans son erreur, heureusement, ça tombe bien. Alors je fais un courrier, j'ai pas de portable à l'époque, hein, ni rien, hein. D'ailleurs pas grand monde en a, on est en 86. Je fais un courrier à la direction du Festival de Cannes pour leur expliquer le truc et leur dire hein, que je faisais des dessins. Bon. Et puis 2 jours après, mon fixe sonne à la maison et chez mes parents, j'habitais chez mes parents à ce moment-là. Et puis je décroche, oui, Pierre Bonnet, secrétaire général du Festival de Cannes. Écoutez, j'ai reçu votre courrier, mais je ne peux pas vous donner cette autorisation. Mais j'aimerais vous rencontrer, venez demain. Et le lendemain, me voilà dans le ventre de la bête, à l'intérieur du Festival de Cannes, viré la veille par les policiers, enfin 2-3 jours avant, me voilà à l'intérieur, dans le bureau de Pierre Bonnet qui donne sur la mer avec son smoking. Il est en train de se préparer pour une présentation. Il a juste son nœud papillon et il me dit « Oui, je ne comprends pas pourquoi on vous a dit de vous adresser à moi, mais écoutez, suivez-moi, je suis vraiment pressé, suivez-moi. » Et là, on part dans les couloirs vers la salle de projection et il rentre aux toilettes. Alors je suis un peu inquiet quand même, il me dit « Suivez-moi ». Et là, je suis un petit peu inquiet. Et là, il va aux urinoirs et il se soulage. Et puis, il tourne la tête vers moi et me dit « Non, écoutez, je ne peux pas vous donner cette autorisation, mais est-ce que ça vous dirait, à partir de l'année prochaine, d'être le dessinateur officiel du Festival de Cannes ?» Et ça s'est passé là, il ne s'est rien passé d'autre. Hein. Ça s'est passé là, aux urinoirs du palais du festival. Et ensuite, on s'est revus pour le contrat, etc. Et ce contrat qui devait durer 1 an, a duré 6 ans. A duré 6 ans jusqu'à la mort de Pierre Bonnet. Il est mort d'une maladie qui l'a emporté. Et ça a été vraiment une période incroyable, 6 années de collaboration au festival. J'avais tous les passes pour me promener de partout dans le palais pour aller voir ce qui s'y passait. Et je faisais les dessins du journal quotidien du Festival de Cannes. Et tous les matins, Pierre Bonnet m'engueulait parce que j'avais pas monté les marches pour la projection du soir. Alors j'y allais un peu de temps en temps, mais j'osais pas en abuser, en profiter trop. J'essaye en tout cas, et j'aimerais bien balader mes dessins un peu tout autour de la planète, mais je l'ai quasiment fait puisque j'ai une expérience particulière avec le Japon qui vient du théâtre, parce que j'ai un ami auteur qui est beaucoup joué là-bas, qui a un théâtre qui porte son nom au Japon, dont j'ai dessiné toutes les affiches au Japon, certains décors, etc. C'est comme ça que je suis arrivé là-bas et j'y compte aujourd'hui plus de 70 expositions. J'ai passé une trentaine de mois puisque j'y suis allé à peu près 30 fois et j'y reste à peu près 1 mois à chaque fois. Chaque fois que j'y suis, j'y ai plusieurs expos. Et voilà, donc ça, là, j'ai une relation particulière avec ce pays. L'an prochain, j'espère y retourner. Et ensuite, comme je l'ai dit précédemment, alors dans des alliances françaises, en Chine, dans plusieurs villes de Chine, à Macao, où je suis allé donner une conférence pour l'inauguration de mon exposition, en Colombie, à Barranquilla, pour aussi des conférences et expositions. Et puis, j'avais, l'an dernier, il y a 2 ans, une grosse expo à New York qui a duré plusieurs mois. Donc ça a vraiment été très chouette, encore une belle aventure. C'était très sympa parce que mon exposition coïncidait avec le marathon de New York et il y avait toute une délégation de Grassois qui était venue courir le marathon avec le maire Jérôme Viau. Ils sont venus inaugurer mon exposition. C'était vraiment génial qu'ils soient tous là, tous ces Français. Là, vous avez exposé où à New York? À Chelsea, dans une galerie qui est une galerie bar à vin qui s'appelle Au Cabanon, qui est tenue par des Français, où a exposé aussi Charles-Élie Couture. Et nous sommes devenus amis à cette occasion. Charles-Élie était là au vernissage de mon expo. Très sympa. C'est un gars vraiment adorable et un grand artiste, et son frère aussi. Encore plus sympa. Oui, et son frère Tom Novembre également.
Mais Charles c'est vraiment un artiste protéiforme. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est parti aux États-Unis. C'est parce qu'en France, on ne le prenait pas trop au sérieux avec ses peintures et il est parti dans un endroit où on ne le connaissait pas pour vivre de sa peinture. Et voilà, ça a été vraiment très, très, très chouette. On a passé un moment ensemble qu'on n'oubliera jamais, c'est l'élection de Trump. Ça ne s'oubliera, ça ne peut pas Vous s'oublier, hein. étiez là? On était ensemble, ouais. D'accord. On était ensemble dans un resto, on avait décidé de manger ensemble dans un resto à New York et on a vécu ça en direct. Ça a été un grand moment, si je peux dire. Donc oui, alors des expos dans le monde, voilà. Et puis d'autres aussi sur les autres continents où je ne suis pas allé, mais où mes dessins ont été dans pas mal de pays, en Russie. Enfin, je suis allé en Russie, mais pas pour mes expos. Et donc oui, j'essaie. Et là, j'ai d'autres projets. Et j'essaie toujours, bon, sur l'Europe, bien sûr. Là, sur toute l'Europe, l'Italie, Espagne, etc. Belgique, etc. Parce que j'ai vu que vous êtes plasticien aussi. Alors ça c'est oui parce que ce sont mes sculptures, c'est parce que je fais mes sculptures, soit en les faisant de A à Z, soit en travaillant en collaboration avec des assistants, avec des équipes. J'ai aussi fait par exemple pour un autre artiste, mon ami Gadvey, qui fait d'énormes manifestations publiques, principalement à Paris mais aussi dans le monde entier, le design des 160 sculptures de plus de 3 mètres de haut de l'Arche de Noé Climat qu'il a créé pour la COP 21. Ça, c'était passionnant. C'était encore un autre rôle de travailler avec un autre artiste qui était au-dessus de moi et de travailler pour lui, pour son œuvre. C'était vraiment aussi une expérience vraiment géniale, vraiment géniale. C'est difficile de répondre simplement, de répondre intelligemment. Alors vous savez, en général, donc, comme on est toujours branché sur l'actu, quand je suis à ma table à dessin, j'ai ma radio qui est derrière moi, qui tourne avec les infos en permanence pour savoir ce qui se passe. Et puis j'apprends que l'attentat est en train de se passer. Je téléphone tout de suite parce que j'ai des amis. T-News, on travaillait ensemble d'ailleurs sur le carnaval de Nice. Cabu, on était ensemble 2 mois avant qu'il soit tué. Puis Wolinski, j'ai fait ma première exposition avec lui à Marseille. Tout ça laisse des bons souvenirs et des traces de vie, bien sûr. Et quand j'apprends ça, je suis évidemment effaré. Je mets la télé pour avoir des images. J'appelle T-News qui ne me répond pas, il est déjà mort, bien sûr. J'appelle la rédac, pas de réponse, etc. Et j'ai toujours cette image d'ailleurs de son téléphone qui sonne, c'est drôle, j'ai toujours cette image en moi. Et mon épouse revient de son travail et on est en larmes. On est en larmes et je me mets en larmes à ma table à dessin et sort ce dessin comme une sorte de catharsis, comme une sorte d'exutoire, une mine de plomb pour ce larme, un dessin que j'ai voulu très sobre. De toute façon, il est sorti comme ça, je ne l'ai même pas réfléchi. Et il a été repris un peu partout, pendant les marches qui ont suivi, les commémorations, etc. Il a fait plusieurs unes de magazines, il est passé à la télé. Enfin, ce dessin a été absolument repris partout. Il a été repris en affiche, parce que je crois qu'il était très sobre et qu'il exprimait vraiment le fond de ma pensée, quoi. C'est-à-dire que se battre, oui, mais avec nos crayons, quoi. Pas se battre avec des kalachnikovs. C'est grotesque. Ces pauvres types se rendent pas compte de leur bêtise. La bêtise même, sans parler d'un quelconque projet qu'ils puissent avoir, je veux dire projet de combat, c'est quelle bêtise. Aller tuer des gars comme ça, qui toute leur vie se sont battus pour l'intégration et contre tous les racismes. Quand j'étais gamin,
je voyais déjà les dessins de Cabu, de Wolinski, où ils étaient, leur premier souci, leur première action, leurs dessins qu'on voyait toutes les semaines, c'était des dessins contre les racismes. Et très souvent, justement, en faveur des Arabes, contre les gros blancs racistes, contre les Noirs, contre les Arabes, etc. Et, enfin, envers ceux qui étaient racistes, envers les Blancs, envers les Arabes. Et donc d'aller flinguer des gars comme ça. Mais si on leur avait dit qu'un jour ils se feraient descendre, c'est vraiment incroyable. Après, sur cette histoire des caricatures de Mahomet, il faut savoir quand même qu'il y a 140 journaux qui les ont reprises, les caricatures, hein. Que ce n'étaient pas eux les auteurs des caricatures, c'était des dessinateurs danois, mais quand bien même, bien sûr qu'on a le droit de dessiner ce qu'on veut, libre à soi. Si certains estiment qu'ils ne doivent pas dessiner ceci ou cela, ben, tout simplement ils ne le font pas. S'ils ne veulent pas le voir en dessin, ben, ils n'achètent pas le journal en question. Il est vrai qu'aujourd'hui on a un problème, c'est que quand on fait un dessin dans un journal, il va faire le tour du monde en quelques secondes par Internet. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours quand même avoir à l'esprit. Mais que dire à propos de cet attentat terrible? Mais moi j'ai aussi tout de suite senti et tout de suite compris que là, on a focalisé sur Charlie après l'attentat. Il y avait de quoi, évidemment, déjà en oubliant un peu qu'il se passait la même chose dans l'épicerie cachère pas loin, et que ces attentats ne visaient pas spécialement Charlie, que c'était le début d'un phénomène, qu'il allait malheureusement y en avoir d'autres, et malheureusement on l'a vu par la suite. Ça n'est pas fini, comment ça se terminera, c'est compliqué, parce que ces attentats peuvent être tellement montés facilement, avec tellement peu de moyens, que c'est difficile de tous les déjouer, voilà. Mais pour en revenir à Charlie, que vous dire de plus que d'être ahuri de voir que des mecs sont aussi bêtes, qui sont allés penser que ces gars leur en voulaient, que ces gars voulaient cracher à la figure de leur religion, alors qu'ils étaient totalement l'inverse de ça. Seulement, il fallait avoir une once d'intelligence pour le comprendre, pour pouvoir être éduqué à la lecture de l'image, pour pouvoir comprendre ce que Wolinski, ce que Cabu, Charb disaient dans leurs dessins. Et c'est justement ce métier qu'il faut qu'on fasse, que nous-mêmes. Et pensez-vous qu'une religion a le droit de s'opposer une telle chose, par exemple? Que ce soit les chrétiens, oui, les orthodoxes. Absolument, ils ont. Que de l'islam, oui, hein, bien absolument, parce que d'ailleurs, Charlie a eu beaucoup de procès avec l'Église catholique. Voilà. Bien sûr qu'une religion a le droit de s'opposer à un dessin, mais dans le cadre de la loi. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Quelqu'un n'est pas content d'un dessin, n'est pas content d'un article, il va devant le tribunal et c'est le tribunal qui va juger. C'est tout. Il n'y a pas d'autre. C'est la règle de la vie en société. Il ne peut pas y avoir d'autres règles que celle-là. Il n'y a pas d'autre règle que celle-là. Le respect, la liberté d'expression dans le cadre de la loi française. C'est déjà le cas pour pas mal de mes confrères qui dessinent directement sur des tablettes, qui font des choses très bien d'ailleurs avec, une fois qu'on arrive à bien la maîtriser, parce qu'au début ça se voyait trop, c'était trop numérique avec les dégradés, etc. C'était pas bon, je n'aimais pas du tout. Aujourd'hui, je pense à plusieurs copains, amis canadiens, André-Philippe Côté par exemple, qui travaille que là-dessus. Bah, je vous mets au défi de voir que c'est fait sur numérique, quoi. C'est vraiment, le résultat est top. Alors, en ce qui me concerne, moi, je reste sur mon dessin papier pour la base du dessin. Je vais chercher mon idée en faisant des croquis avec mon crayon. Ensuite, je vais passer mon dessin à l'encre. Mais pour les couleurs, là, oui, je scanne le dessin et je le finis au numérique. Je vais quand même le commencer aussi avec des marqueurs de couleurs, etc. Je vais quand même commencer mes couleurs. Mais ensuite, je termine avec le numérique pour essayer des fonds différents, pour voir les contrastes d'une couleur à une autre. Pour ça, c'est vachement utile. D'accord. Après, imaginez que le papier va disparaître, eh ben, j'espère bien que non, parce que même en tant que lecteur, lire les versions numériques des journaux, etc., ça n'a aucun rapport, quoi. Ça n'a aucun rapport. C'est un grand problème, hein, cette histoire du papier et du numérique. Vous savez que la presse dans le monde entier va très mal, la transition ne se fait pas, se fait mal, les jeunes ont pris l'habitude d'aller chercher des informations gratuites sur Internet, des informations qui ne sont pas toujours données par des journalistes, ça peut être justement les fameuses fake news, ça peut être n'importe quoi,
Et puis en plus, c'est même au niveau de la culture générale. Quand on va ouvrir un journal et que même on va acheter un journal parce qu'il y a un article qui nous intéresse, on veut voir, il s'est passé ceci ou cela. On lit notre article, mais forcément à côté il y a un autre article qui va vous attirer l'œil et on va s'intéresser à un truc qu'on n'aurait même jamais regardé. Et du coup, ça va enrichir votre culture générale. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas avec Internet. Quand vous tapez, déjà le moteur de recherche va répondre à votre question en fonction de la formulation de votre question. Donc vous allez tomber avec des articles qui vont plutôt être d'accord avec vous déjà, de la façon dont vous l'avez formulé. Et donc ça biaise le tout. Puis en plus, ça biaise l'économie. La presse va mal. En ce moment, il y a en plus une pénurie de papier. On ne trouve plus de papier. Le papier est très cher. Et en plus de ça, donc la presse va mal parce que cette transition Internet ne se fait pas. Alors déjà, pour l'origine de ce dessin, bien sûr, c'est au lendemain de l'attentat de Nice. J'ai fait plusieurs dessins pour Nice Matin qui sont parus, qui ont été repris d'ailleurs aussi dans pas mal de journaux et magazines. Et là, c'était un clin d'œil, bien sûr, à Putain de camion de la chanson de Renaud après la mort de Coluche. Alors c'est drôle parce que finalement, voilà le lien avec le totem Coluche que j'ai réalisé à Opio. Mais surtout, ce qui m'a... Alors j'ai évidemment été très touché comme tout le monde, par cet événement, mais il s'est passé quelque chose d'assez étonnant aussi dans l'année, c'est que l'équipe des pédopsychiatres de l'hôpital Lanval, alors je le dis pour les gens qui ne sont pas de la région, c'est l'hôpital pour enfants de Nice, m'ont contacté pour monter une sorte d'atelier d'art-thérapie. Et c'est ce qu'on a fait tout au long de l'année. J'ai reçu dans cet atelier de jeunes adolescentes, c'est un hasard, ce ne sont que des filles, elles ont de 12 à 15 ans, qui sont des victimes directes ou indirectes de cet attentat. Et ensemble, alors il n'était pas question de faire des dessins sur l'attentat, parce qu'il ne fallait pas réouvrir des plaies qui ont du mal à se cicatriser, mais de travailler plutôt sur leur vie aujourd'hui, leur vie d'après. Comment on vit après et chaque fois qu'on a un atelier, qu'on travaille ensemble, c'est sur un thème du style mes passions, ma famille, mes envies, mon monde idéal, ce que j'aime dans ma ville de Nice. Voilà, toujours sur du positif. Et j'ai passé une année avec ces filles vraiment extraordinaires, très, très touchantes, pleines de bons moments. Et on va, à la rentrée, je vais voir avec le maire, je suis sûr qu'il sera à notre écoute, monter une exposition de ces dessins. Là, je laisse passer l'été parce qu'il va y avoir les commémorations, etc. Mais à la rentrée, on va monter une exposition de ces dessins qui ne sont pas des dessins spectaculaires, mais c'est justement ce qui est bien, voilà, la vie qui continue, comment se reconstruire. Et je voudrais que ce soit une exposition publique, pas dans une salle, parce que ce que je souhaiterais, c'est que le public puisse le voir, puisse voir ces dessins dans la rue, et que d'autres enfants, ceux qui n'ont pas eu la démarche d'aller le voir des pédopsychiatres, d'aller parler de leurs problèmes, de leurs chocs, voient ces dessins d'enfants comme eux qui ont été touchés et de voir que la vie continue malgré tout et c'est toujours la vie qui est la plus forte. Mais cette expérience, encore une fois, différente, touchante, a été une des plus belles qui m'était donnée de vivre. Alors ça, j'aimerais bien avoir la réponse. Les lecteurs sont vraiment friands. Les gens aiment le dessin d'humour, le dessin de presse. Je ne comprends pas, ça ne coûte pas si cher que ça, un journal, d'avoir un dessinateur. Il y a des journaux qui ont peur d'avoir un dessinateur parce qu'ils se disent « Oula, lui, il est trop libre, ça va être difficile de le driver. » Je ne parle pas de moi spécialement, du cas général du dessinateur au sein d'une rédaction. Parce que c'est vrai qu'avec un dessin, on peut se permettre d'autres choses qu'avec les mots. On peut aller plus loin, on peut, même sans faire des dessins très violents, j'allais dire percutants, il faut qu'ils soient percutants, mais violents ou agressifs, on peut aller plus loin qu'avec des mots, souvent. Pas toujours, mais souvent. Alors l'avenir du dessin, bien sûr, ça passe aussi par la télévision, les dessinateurs qui sont... regardez par exemple Ruquier quand il fait sa revue de presse et qui présente des dessins. C'est presque un des meilleurs moments
de l'émission. Et voilà, je le vois plutôt comme ça. Sur Internet, on en revient à Internet, c'est pareil, la transition se fait mal. Moi, des fois, j'ai des sites qui me demandent, mais ils vont vous payer 10 euros le dessin. Je veux pas, il faut pas accepter ça, quoi. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Donc, comment ça va se passer? Ça va dépendre déjà de la santé de la presse. Moi, je vois bien quand même un retour. Je pense pas qu'on puisse totalement se passer du papier. Je vais pas dire comme le vinyle, parce que le papier et le vinyle, c'est pas la même chose, mais aujourd'hui, on voit bien que le vinyle revient. Mais même les jeunes qui ont été élevés sur Internet, qui vont chercher leur info sur Internet, je pense qu'il y aura un retour vers le papier. Parce qu'il n'y a rien d'équivalent quoi, à ça, au dessin sur papier, au dessin. Bon. Alors nos dessins à nous, comment est-ce qu'ils vont être utilisés? Plutôt, je pense, plutôt la télé, plutôt sur des journaux en ligne, et puis sur les journaux qui resteront papier. Je ne sais pas que répondre d'autre, mais en tout cas, j'espère. C'est incroyable, quoi. Je le répète encore une fois, les lecteurs. J'ai un courrier des lecteurs qui est vraiment génial, qui est vraiment super. Les gens me contactent par ma page Facebook, Christian Dessinateur. Ils me disent toujours des choses gentilles. Les gens ne me contactent pas spécialement que pour me dire des choses gentilles. Il y a des critiques, il y a des gens qui n'ont pas aimé un dessin, etc. Mais c'est vraiment, on sent qu'il y a toujours un engouement, que dans notre société qui est compliquée, le dessin c'est toujours une petite bulle d'air, c'est un moment de répit, c'est un sourire, même sur une actualité dramatique, ça va être un moment de communion, on va se retrouver autour d'un dessin, parce que je fais des dessins sur tout, sur des catastrophes, sur des gens qui perdent la vie, sur des attentats, sur des... Et ben, j'ai l'espoir que ces dessins vont réunir les lecteurs autour d'eux, dans une espèce de moment de communion, dans un... Et voilà, en tout cas ce métier, c'est ma passion, elle me lâchera jamais. J'ai 58 ans dans quelques jours, ça m'a appris, j'avais 5 ou 6 ans, donc c'est quelque chose que j'ai vraiment chevillé au corps, qui reste en moi, et d'une façon ou d'une autre, m'exprimer avec mes dessins, avec l'humour, continuer à faire sourire les gens. Bon, c'est un beau projet, on va essayer de continuer comme ça.